Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour. 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 Bon, On ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. j'attends que toutes les connexions soient bien faites. Jokana qui arrive. Mhm. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a Gaëlle. Il y a Gaëlle. Ouais. Ça arrive tout doucement. C'est qui? C'est Gabriel qui dit ça? Oui, c'est ça. Attends, j'arrive. Alors, je tiens juste à vous préciser que vous êtes sur enregistrement, hein. Ah, bonjour, On est bonjour, pas bonjour. privé quand même, On ne voit pas. Bonjour, bonjour. cette coquine. Ça sera sur la vidéo. En plus. Ah, c'est mieux. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue et merci de vous être connectés à l'heure pour cette nouvelle rencontre qu'on vous propose depuis un peu plus d'un an et demi avec nos trois BGE, donc BGE Cher, BGE Indre et BGE Touraine, et puis les dispositifs Cité-la-Bourge et Châteauroux. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, c'est Laura qui va nous qui nous propose un petit atelier. C'est une entrepreneuse qui a été accompagnée par BGE, qui s'est installée, qui nous propose de temps en temps des petits temps pour nous présenter son activité. Ce que je vous demanderai juste, effectivement, c'est de couper les micros pour que ça soit plus fluide et qu'il n'y a pas d'interférence pendant la visio. N'hésitez pas à utiliser le fil de discussion aussi pour vous présenter. On aime bien aussi que ça soit un moment de réseau, surtout quand vous venez de différents territoires. Il y a les collègues qui sont avec un petit groupe de stage long sur le sud du département du Cher. Donc, il faut que ça serve aussi de réseau. Donc, n'hésitez pas surtout à vous présenter sur le fil de discussion. Et puis, je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps. Je vais laisser Laura, du coup, se présenter, puis nous présenter un petit peu son activité, ce qu'elle va nous proposer aujourd'hui. Et puis, moi, je reste derrière pour éventuellement, des fois, l'interrompre. C'est pas pour être mal poli, mais c'est pour lui Raison. poser vos questions si vous en avez. Et donc, je vous souhaite un bon atelier et merci, Laura. À toi la parole. Merci à toi, Anthony. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire face à l'incertitude pour mieux prendre en compte les aléas dans votre vie professionnelle. Je vais vous partager un petit PowerPoint que j'ai fait. C'est plutôt imagé. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce qu'il est OK? Oui. Voilà. Ça va pour vous? Oui, impeccable. Et donc, avant que vous nous posiez la question, le support vous sera envoyé. La vidéo est enregistrée, elle sera disponible sur le site de la BGE Cher. Donc, pas de panique de ce côté-là. Ça marche. Alors, je vais vous commencer en vous faisant participer tranquillement. Comme ça va éviter que vous fassiez la sieste. Et j'aimerais vous poser une question et vous demander qui est à l'aise avec, ou plutôt qui n'a aucun doute ou qui n'a aucune crainte à l'idée d'entreprendre des nouvelles choses, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle. Donc, je veux bien que vous leviez la main, toutes les personnes qui n'ont aucune crainte, aucun doute pour faire des choses nouvelles. Je participe, donc je ne lève pas la main, par exemple. Alors, je vais défiler pour voir, parce que je ne vous vois pas tout, je regarde à droite. OK. Alors, ces petites expérimentations, je vous expliquerai après, c'est pour introduire les notions par la suite. Et j'aimerais vous faire expérimenter une autre chose, c'est le fait de vous dire dans votre tête, je ne peux pas me lever de ma chaise. J'imagine que vous êtes sur une chaise. Moi aussi, je suis sur une chaise. Des fois, ça m'arrive, je suis sur un ballon. Mais là, j'ai préféré la stabilité aujourd'hui. Donc, dites-vous dans votre tête, je ne peux pas me lever de ma chaise. Et en même temps, levez-vous. Est-ce que vous réussissez à faire ça? Vous dire dans votre tête, je ne peux pas me lever de la chaise, et vous levez physiquement. Je ne vous vois pas vous. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire ça? J'en ai vu quelques-uns, oui. J'en vois un.
D'accord. Donc, vous êtes 2. Ça roule. Bon, ça marche. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça concerne plutôt les 2 personnes qui se sont levées. L'idée, c'est de se dire que des fois, on a des pensées qui sont là. On peut se dire des choses, hein, notre cerveau, il fonctionne toujours comme ça, mais qu'on n'est pas toujours obligé de coller à nos pensées. Donc, il y a quelques personnes qui l'ont fait dans le sens où elles se sont dit, voilà, je ne peux pas me lever de ma chaise, mais elles ont réussi à se mettre en mouvement quand même, à être debout. Et l'idée, c'est de se dire, on peut faire pareil pour entreprendre. Donc, on peut se dire, oui, je ne vais pas entreprendre ou je ne vais pas faire de choses dans le milieu du travail ou je ne vais pas changer ma situation parce que j'ai peur, parce que j'ai des doutes. Mais en même temps, pas coller à cette pensée-là et se dire, oui, mon corps, il peut se mettre en mouvement, il peut faire des choses. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Parce que c'est finalement des fonctionnements qui sont tout à fait humains. Et ces expériences-là que je vous fais, c'est des choses, en effet, qui mettent en évidence juste le fait qu'on est des humains, quoi. Et ça, on va le voir après. Il faut savoir aussi... Il faut savoir qu'on a 60 à 70 000 pensées par jour. Donc, c'est pour ça que des fois, ça fout. Et que 90% de ces pensées-là, ce sont les mêmes que la veille. Donc, en ayant les mêmes pensées, ça nous conduit aux mêmes comportements, aux mêmes attitudes, aux mêmes émotions. Et ces émotions qui conduisent aux mêmes pensées. Donc, finalement, c'est comme si le chien, il se mordait la queue. Et l'idée de ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, c'est comment faire en sorte de se dire, voilà, on a des pensées, elles sont là, ça nous aide ou ça ne nous aide pas, mais en attendant, on peut en faire quelque chose et on peut les réguler pour justement se mettre en mouvement et passer à l'action. Du coup, je suis Laura Conceichi, je vais quand même me présenter. Je suis coach et préparatrice mentale et j'aime associer dans mes activités la nature et l'activité physique. Et donc, du coup, je fais ça au quotidien avec les personnes qui se retrouvent dans ces pratiques-là. Et on explore ensemble un petit peu les freins à ce qui les empêche d'avancer dans leur projet en général. Et aujourd'hui, du coup, je trouve ça chouette de pouvoir partager avec vous tous ces concepts, ces idées-là. Sachez que vous aurez beaucoup de théories, plutôt des théories globales que j'aurais mis dans des ouvrages en référence à la fin du PowerPoint qui vous sera transmis. Je vous ai mis une vidéo aussi pour comprendre l'esprit du fonctionnement humain, que ça sera plus évident pour vous d'une manière imagée, autrement que je vais pouvoir vous le dire. Et l'idée, ça va être aujourd'hui d'apprendre à muscler le cerveau, justement de se dire qu'il est possible de faire quelque chose de toutes ces pensées et que je vais pouvoir vous amener à réfléchir, vous, à ce que vous ayez des pistes de réflexion pour vous dire comment je peux faire pour mieux entreprendre avec les aléas de l'existence. Du coup, on va réfléchir à votre fonctionnement en premier, donc le fonctionnement de chacun, parce qu'il n'y a pas de meilleur fonctionnement, on est tous différents. Encore faut-il connaître son fonctionnement pour après se lancer. On verra après la perception de l'échec. Pourquoi? Parce que je lis aussi l'incertitude aussi au fait des fois d'avoir des craintes, d'oser par peur de se tromper. Hein. Ça arrive aussi. Mais j'aurais pu le lier à d'autres notions aussi. Hein. Vous n'hésiterez pas, vous, si vous voulez lier cette incertitude à d'autres concepts, il n'y a pas de problème, on peut voir ensemble. L'idée après, ça sera de renouer justement avec notre humanité. Donc, c'est pour ça que je vous expliquerai et je vous ferai le lien avec l'expérimentation que je vous ai fait au début. Et après, des petites choses un peu plus concrètes pour vous au quotidien. Alors, je vais vous demander de prendre un crayon, si vous avez envie, et un papier pour noter des questions. Pourquoi? Parce que les questions, si elles vous parlent, vous les notez. Si elles ne vous parlent pas, vous ne les notez pas. L'idée, c'est vraiment de vous dire qu'on avance tous à un rythme différent et personne, à un moment donné, a dit ce rythme est meilleur qu'un autre, quoi. Chacun fait avec ce qu'il aime. Alors, la première question, pour que vous cheminiez vers ce qui compte pour vous, c'est plutôt quelle image vous avez de vous-même? Alors, dans le monde du travail, ça serait plutôt, est-ce que vous êtes quelqu'un de réservé? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui entreprend, qui prend des initiatives? Est-ce que vous êtes une personne qui va oser parler? Ou est-ce que vous êtes plutôt une personne qui écoute les autres? Déjà, ça, c'est voilà, comment les premières impressions que vous avez de vous-même. Après, vous avez aussi, on va élargir, hein, parce que l'idée, c'est aussi d'aller sur l'incertitude pour allier le contexte qui nous entoure, parce qu'on intervient au milieu de plein de choses. Donc, on va aller aussi sur comment vous vous sentez.
non, comment vous percevez le monde plutôt. Donc, est-ce que pour vous, le monde, c'est plutôt dangereux ou est-ce que vous vous sentez plutôt sécurisé? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on est méfiant à travers le monde, où on craint les gens, ou forcément, c'est un peu plus difficile d'oser que si on se sent plutôt sécurisé et qu'on est à l'aise à entreprendre des choses n'importe comment, dans n'importe quel domaine, que ce soit le milieu perso, professionnel, dans le milieu du sport, dans le milieu artistique, dans le milieu des loisirs, tout en fait. Et l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous vous percevez, enfin comment vous vous percevez dans votre relation avec les autres. Est-ce que vous avez besoin de faire confiance aux autres pour avancer, ou est-ce que vous avez besoin d'être seul? Est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que vous avez besoin de soutien, d'autres pas? Comment vous vous sentez soutenu par les autres? Voilà. Donc ça, c'est toutes des petites choses en fait qui vous permettent après de vous dire, il y a plein de chemins en fait pour arriver à vos objectifs. Mais l'idée, c'est de se dire déjà par quoi je commence? Par moi-même. Pourquoi? Parce que si je commence par moi-même au début, après, ça, c'est un peu plus... Je suis plus à l'aise avec les autres et je suis plus à l'aise aussi avec le monde et le contexte en général. Sachant que les objectifs, si vous fixez des objectifs démesurés, forcément, ça va être compliqué. Alors que peut-être que si vous empruntez la théorie des petits pas, peut-être que vous serez plus rassuré. Mais ça, on en revient toujours au même, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont se fixer des gros objectifs, ça va les challenger. D'autres personnes qui ont besoin d'avancer à des petits pas. Bon, ça, c'est chacun pour soi qui observe en fait finalement ce qu'il est. Ce que je voulais vous dire aussi en lien avec ça, c'est que finalement, votre identité, l'image que vous faites de vous-même, elle est liée à votre environnement, aux autres personnes que vous fréquentez et un contexte culturel plus général. Donc finalement, votre autonomie et votre contexte, votre goût du risque, vous serez plutôt entreprenant si vous avez été dans un contexte qui a valorisé justement les nouvelles expériences, alors que si votre milieu a été plutôt craintif dans votre éducation ou à l'école ou les personnes que vous avez fréquentées par la suite, vous aurez plutôt tendance à mettre les freins parce que vous n'avez pas été habitué finalement à oser. Donc l'idée aussi, c'est de se dire que, ok, on a évolué dans un milieu avec des personnes et on est tel qu'on est aujourd'hui, peu importe. Donc qu'on soit timide, qu'on soit entreprenant, qu'on soit plutôt expressif, peu importe. Mais l'important aussi, c'est de se dégager à un moment donné aussi des étiquettes, parce que plus on chemine, plus il y a des choses qui nous collent à la peau, entre guillemets, si je peux dire, parce que finalement, on fait des choses, on dit des choses. Et ces étiquettes-là, en fait, on ne se résume pas à un fait qu'on a fait un jour ou à une parole qu'on a dite un jour. Et l'être humain, il a tendance à généraliser. Donc, je vais vous illustrer ça dans le sens où on va dire d'une personne qu'elle est timide, parce que peut-être qu'un jour, elle n'est pas intervenue devant un groupe ou quoi que ce soit. Mais est-ce que cette personne-là se résume finalement à sa timidité? C'est peut-être juste dans un contexte, à un moment donné, où elle n'est pas intervenue. Mais peut-être, pourquoi? Après, peut-être qu'elle manquait d'expérience ou parce que ses compétences, elle ne se sentait pas rassurée. Mais cette personne, dans un contexte autre, personnel par exemple, dans le loisir, peut-être qu'au sein d'une équipe, c'est une capitaine qui prend des décisions. Peut-être que dans sa famille ou avec ses amis, c'est une personne qui est plutôt excentrique parce qu'elle se sent à l'aise, en confiance. Voilà, donc finalement, une personne peut être plusieurs choses aussi à la fois. On n'est pas que ce que les autres disent de nous, on est aussi ce qu'on a envie d'être. Et la vision qu'on a de nous-mêmes, même si elle se construit en lien avec les autres, on a le choix et le droit de choisir ce qu'on a envie d'être nous-mêmes, en fait. De nos pensées, on a le droit de penser à ce qu'on a envie d'être ou à imaginer la personne qu'on a envie d'être. Ça aide aussi à se sentir, à être bien, à être dans des états aussi de bien-être et d'oser, en fait. Ça conditionne aussi. Alors, j'enchaînerai. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre, parce que du coup, j'ai pas de son et pas trop de visio. Donc, voilà. Je check la file de discussion. Pour Ok. l'instant, ça va. Ils ont l'air très attentifs. Personne fait la sieste encore. Donc, ça marche. Merci, Anthony.
je vais continuer sur les 5 drivers. Donc ça, c'est les petites phrases qu'on nous répète, sois fort, sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi, fais des efforts. Donc c'est un petit peu en lien avec les étiquettes, moi, du moins moi, je le mets en lien, on n'est pas obligé, mais toutes ces petites phrases-là, c'est pas grave, on nous les répète, ok. Par contre, ce qui est intéressant de se dire, c'est que dans quelle mesure on a des exigences envers nous-mêmes ou envers les autres. Et là, peut-être, c'est là où c'est important de réguler, dans le sens où quand on a beaucoup d'exigences envers nous-mêmes ou envers les autres, ça peut être compliqué parce que moins ça se passe comme on veut que ça se passe, moins on se sent bien et moins on se sent bien aussi avec les autres. Donc l'idée, c'est, je dis ça, la notion de contrôle. Certains aiment contrôler et c'est vrai que plus on contrôle, plus l'incertitude, du coup, ça pique un petit peu. Hein. Donc l'idée, c'est d'apprendre aussi à contrôler tout ça et à être dans un juste équilibre. Finalement, ok, pourquoi pas être fort, mais pas être dans la toute-puissance ou quoi que ce soit, ou pas être trop dans je m'écrase. Donc c'est toujours une histoire de limite dans la perfection, dans le plaisir, dans les efforts. Alors j'aimerais du coup enchaîner avec vous maintenant qu'on a... Enfin, ça c'est des questions, si vous voulez, que vous pouvez cheminer le temps qu'il vous faudra, parce que ça, on ne répond pas à ces questions en 1 heure de temps à un moment donné. Hein. C'est des pistes de réflexion et peut-être que ça vous amènera à d'autres questionnements, vous, pour votre manière de vous situer par rapport à un contexte donné, par rapport au fait justement de gérer des situations. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on gère des situations, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a de la nouveauté, des fois il y a de l'imprévu, des fois il y a justement le fait qu'on soit un petit peu accro au contrôle et là, il faut se réajuster. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On peut avoir... Ah oui, on peut avoir aussi le sentiment d'être menacé des fois. Parce que ça, c'est le corps qui se met en alerte pour nous dire attention, il faut t'adapter. Donc, le stress, c'est cool, ça nous permet de nous adapter, mais après, c'est dans quelle mesure on ajuste nos comportements, nos pensées et comment on choisit aussi de ressentir certaines émotions. Le stress, justement, je le lie aussi à l'échec, donc la perception de l'échec. Pourquoi ? Parce que finalement, l'échec, c'est quand il y a un écart entre votre projet et la réalité et que vous le vivez mal. Donc, si par exemple, il y a un écart entre votre projet et la réalité et que vous le vivez pas mal, il n'y a pas forcément de problème. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, c'est un petit peu lié justement avec les petites phrases « sois fort, sois parfait, nanana ». C'est qu'en fait, on est humain et on n'est pas des animaux soumis à l'instinct ni des machines. Donc, on apprend en faisant. Et c'est vrai que finalement, rater, c'est une occasion de progresser. Et ça, vous, je ne sais pas ce qu'il en est dans votre entourage ou dans votre éducation, mais c'est vrai que c'est plutôt anglo-saxon le fait de voir l'échec comme un tremplin. Et nous, on est un peu plus réticents. Dès qu'il y a un échec, hop, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas recommencer parce que bon, c'est pas très bien vu. Alors qu'au contraire, finalement, rater, échouer, c'est accepter la partie de notre humanité qui fait que plus on fait, plus on s'ajuste. Et on a aussi le regard des autres qui nous permet d'ajuster, de progresser après. Et ça fait du coup partie du processus d'apprentissage. Donc l'apprentissage qui fait qu'on a des compétences et qui fait que plus on a des compétences, plus on a confiance en soi. Parce que des fois, on se dit « Oh, je vais attendre d'avoir un peu confiance en moi pour faire ». Mais sauf que c'est en faisant qu'on a des compétences et ces compétences qui font qu'on a plus confiance en soi. Donc, l'idée, c'est de se mettre en mouvement et de rectifier, s'ajuster de temps en temps. Et c'est du tâtonnement, finalement, au quotidien. Parce que finalement, on ne maîtrise pas ce qui va se passer, on ne maîtrise pas les conséquences de nos actes et on ne maîtrise pas les conséquences des conséquences. Il y a Charles Pépin qui parle très bien, ça, je vous ai mis la référence à la fin si vous voulez explorer sur l'échec. C'est un philosophe qui élabore autour de cette notion-là. Il précise aussi, j'aime bien sa notion du fait de quand on rate, en fait, l'idée c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est mon choix ? Je continue dans cette voie parce que ça me plaît, ou est-ce que finalement je change de voie parce que c'est pas la mienne, tout simplement. Mais encore faut-il savoir faire la différence. Et aussi de se dire que lorsqu'on rencontre un échec, on n'est pas à l'échec. C'est comme l'identité, on ne se résume pas à un trait de caractère qu'on a montré un jour ou autre.
on ne se résume pas à l'échec, on en croise, mais oui, j'ai fait quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que ça fait de moi pour autant une personne qui est nulle dans le domaine? Ben, non, peut-être que c'est le contexte qui a fait que, et puis ça arrive, hein, c'est comme ça. Ah, Là, je t'interromps 2 secondes, Laura. Il y a Virginie, effectivement, qui repart sur les 5 drivers et qui dit, effectivement, on est dans un modèle peut-être sociétal, et là, qui prend l'exemple de l'apprentissage à l'école, qui finalement axe énormément sur ces 5 drivers. Peut-être qu'aussi l'aventure entrepreneuriale que vous êtes en train de faire ou que vous avez déjà faite, mais qui finalement, comme tu viens de le dire, est un peu une perpétuelle remise en question, ou en tout cas un chemin qui est toujours posé de questionnements et pas d'embûches, mais beaucoup de questionnements. Effectivement, là, c'est un début de réflexion de peut-être qu'on peut changer ça. Comment aussi, toi, tu vois, enfin, si je pouvais poser une question derrière ça, comment? mais comment tu vois aussi cette partie où finalement de construction, on arrive, alors quels que soient nos âges ou nos parcours, comment finalement on déconstruit presque quelque chose de culturel, ou en tout cas d'inculqué dès notre enfance. Euh, je pense déjà que c'est chouette de partager. C'est intéressant de partager les expériences et de se dire, bah voilà, moi j'ai fait ça, ça a été compliqué à un moment donné, ou voilà, j'ai rencontré cet obstacle-là, bah ok, je l'ai fait, ça a été dur, mais j'ai surmonté. Et je pense que plus on se dira ça en général, bah, accepter d'être tel qu'on est aussi, ça ira mieux. Mais parce qu'en fait, on ne déconstruit pas du jour au lendemain un schéma, et c'est justement un travail de tous les jours et qui commence par déjà la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est ben, qu'est-ce qui me motive en fait au quotidien, qu'est-ce qui me motive à me lever le matin, pourquoi je vais au travail, est-ce que je vais au travail parce que j'ai choisi un métier pour faire plaisir à un tel, ou est-ce que je vais au travail parce que moi, ce sont mes valeurs qui m'animent. C'est des réflexions finalement qui sont bah, un petit peu au quotidien, et des prises de conscience de temps en temps en rencontrant des gens, en se disant ah oui, bah tiens, j'ai entrepris, tiens, toi, tu as entrepris, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, avant, tu as vécu ça? Ah. Et en fait, plus on échange autour de ce que l'on vit, plus finalement, ben oui, en fait, on se rend compte qu'on vit tous la même chose, et on vit tous avec des doutes, on vit tous avec des peurs. Et est-ce que c'est grave en soi? Par contre, on en revient toujours au même, c'est une question de limite. Forcément, dans un contexte où on... enfin, il y a dans des contextes, c'est pas pertinent de montrer qu'on a peur. Enfin, je veux dire, on en revient toujours au même. C'est comme un petit peu, ah, je vais peut-être lier ça, vous me direz si je pars trop loin, mais sur la tenue vestimentaire. Dans certains contextes, il y a une tenue vestimentaire à avoir. Je veux dire, je ne vais pas me présenter aujourd'hui avec vous en jogging. Eh bien, je dirais, c'est un peu pareil avec tout ce qui est peur, doute. Il y a des interlocuteurs avec qui on sait qu'on peut partager nos doutes, nos peurs. Il y a d'autres interlocuteurs, forcément, on ne va pas se tourner vers eux pour leur dire ah oui, j'ai peur, mais faites-moi confiance surtout. C'est juste que on n'est pas qu'une peur, on n'est pas que la confiance en soi, on est plein de choses finalement, et reste à savoir et à identifier. Je pense que c'est ça le plus important. Je vais fermer ça. Dans quel contexte on a peur et dans quel contexte on doute? Ouais, c'est peut-être ça aussi une réponse à la question, c'est de se dire bah, à quel moment je sens que je me sens pas bien, même dans l'échange avec l'autre, ou à quel moment je me sens en confiance. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Si, très bien. Enfin, je pense après, vous pouvez aussi valider sur le chat, mais je pense, l'intérêt de ces dynamiques de groupe. Et aussi, on vous motive à partager et à vous mettre en réseau, et qu'on vous propose, quel que soit le réseau d'accompagnement, des moments pour échanger, parce que c'est super important. Partager ses doutes, parce que le fait est des expériences multiples peut aussi vous permettre de trouver des réponses. Donc, je pense que c'est effectivement important. Et c'est vrai qu'on le voit des fois avec des porteurs de projets, où finalement, si on l'identifie mal, ces contextes, ces sentiments qui sont liés, eh ben effectivement, l'entrepreneuriat, et je le prends au sens très très large, hein, pas qu'une création d'entreprise, bah, c'est effectivement
toujours de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer demain, hein. On voit les modèles économiques sont faits avec des prévisions. Donc, dès qu'il y a un peu d'incertitude, hop, les modèles s'affolent, les économies s'affolent. C'est aussi peut-être de pouvoir être plus réactif aussi, je pense. Je ne sais pas, Laura, mais d'être plus réactif en disant dans tel contexte, voilà, peut-être que je dois réagir comme ça, ou en tout cas, peut-être dédramatiser à certains moments. Mais l'idée, c'est de se préparer aussi. C'est de se dire, si je sais que, par exemple, je vais rencontrer telle personne et que je serai entourée d'un groupe de 4-5 personnes et que je ne suis pas à l'aise, ben, je vais peut-être me préparer. Donc, il y a des choses qui existent pour se préparer. Donc, déjà, ben, je vais peut-être m'appuyer sur mes compétences. Premièrement, pointer mes compétences. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de force, beaucoup de compétences, mais qui n'en ont pas conscience. Rien que ça, d'avoir quelqu'un d'extérieur aussi, ça aide aussi parce qu'on est dans notre routine et finalement, on oublie que, ben oui, au fait, vous êtes compétent. Hein, et savoir à quel moment je peux utiliser ces compétences-là et m'en servir. Et peut-être qu'il y a des forces que j'ai, par exemple, au quotidien dans mon organisation, même à la maison, que je peux peut-être transposer dans le milieu professionnel. Alors forcément, ce ne seront pas les mêmes tâches, mais par exemple, mon organisation du quotidien, peut-être que je peux me dire, ah tiens, là, je vois que j'ai un planning comme ça qui est pas mal organisé, ça me va, peut-être que je peux essayer de faire ça au travail, essayer plutôt que d'être envahi par mes pensées du travail à me dire, oh là là, je gère quoi, c'est quoi la priorité, nanana, quelles sont les urgences. Ben, ok, planning, comme je fais chez moi, sauf que là, je le fais dans le cadre du travail plutôt que se laisser surmonter et dépasser par les pensées qui nous disent, oh là là, je ne vais pas y arriver. C'est super important, je pense, un conseil, c'est effectivement, quand on parle de compétences, c'est pas que les compétences professionnelles ou universitaires de formation et de diplôme. On valorise de plus en plus les personnes qui font du bénévolat. Bah, des fois, on a aussi des compétences, comme dit Laura, ce que vous faites à la maison. Donc, il y a aussi cette notion, et je pense que quand on fait l'accompagnement, on essaye aussi de vous amener à valoriser toutes vos compétences qui souvent sont très enfermées professionnellement et on voit pas tout le champ, enfin, vous voyez pas tout le champ de vos compétences. Très important. Merci Laurent, en tout cas, de le préciser, de le souligner. Je peux faire une petite anecdote, hein, bon, c'est un peu personnel, mais rapidement. Je prends des cours de chant. Pourquoi les cours de chant? Parce que les cours de chant, c'est la prise de conscience du corps, c'est je sais pas, l'expression, la créativité, et ça fait du bien. Et voilà. Et après, je me dis, tiens, mes cours de chant, je vais m'en servir pour parler à l'oral devant un groupe, par exemple. Travailler sur la respiration, sur des choses comme ça. Voilà. Alors voilà, on en était. Alors je reprends mes petites notes. Oui, je voulais juste repréciser quelque chose en lien avec l'échec. Ce qu'il faut savoir, alors là je suis un peu plus sur la technique, oui, je ne sais plus quelle personne a étudié ce phénomène-là, donc c'est pas grave, je reprends une personne en tout cas, hein, c'est pas moi qui a dit ça, mais cette personne-là disait que c'est important de suivre ses intuitions, parce que finalement, quand on a une intuition, bon, on se trompe, ok. Et après, il y a une émotion qui est enregistrée dans le cerveau, en fait, liée au fait d'avoir fait, de s'être trompé, émotion enregistrée dans le cerveau, qui fait que du coup, finalement, on gagne en capacité après d'adaptation, on gagne en capacité de résistance face à l'échec, on entreprend plus et on se sent plus en confiance aussi à terme. Parce que finalement, on est aussi pris émotionnellement, quoi. Et plus il y a de l'émotion, plus il y a du changement aussi. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, ça incite encore à faire et à s'ajuster après. Alors, maintenant que nous avons accepté l'échec, on va partir sur le fait de s'accepter tel qu'on est en tant qu'humain. Alors, l'idée, c'est de se dire, bon, pourquoi on se sent empêché parfois de faire ce qui est important pour nous, pourquoi il y a ces pensées qui viennent, je ne vais pas y arriver, ou voilà. Bon, est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'on a peur de déplaire aux autres? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on est stressé parce qu'on a peur de rencontrer un échec? Ça, je ne peux pas répondre. Chacun a sa réponse à un moment donné. Et cette réponse-là n'est pas forcément la même de jour en jour, quoi. Pour cela, je voulais te demander ta participation, Anthony, s'il te plaît, pour une petite Oui, expérimentation. c'est pas prévu.
Incertitude. Mais franchement, ça ne mange pas de pain tranquillement. C'est pour expliquer la théorie de l'esprit, comment fonctionne notre esprit. Vous pouvez tous le faire chez vous. Vous prenez un objet, soit un crayon par exemple, c'est le plus facile, ce que tu as entre les mains. Tu es prêt, Anthony? Avec le Oui, crayon? je sais Voilà. pas. Non, mais voilà. Ce que on va, en fait, à travers cette petite expérimentation, euh, on va savoir, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Et je vous ai mis une vidéo si vous avez des questions, parce que ça peut vous illustrer autrement les choses. Comme ça, voilà, vous aurez un autre support, une autre manière de comprendre la théorie. Il y aura l'expérimentation, une vidéo, et puis ce que je vous dirai. Alors, en fait, ce crayon, tu vas l'expérimenter à travers les 5 sens. Donc, les 5 sens, il y a la vue, le toucher, voilà. Et après, je vais te demander de m'expérimenter ce crayon, mais avec ta pensée, enfin, ce que tu peux m'en dire de ce crayon-là. Et je vous explique après pourquoi. Donc, par exemple, si tu regardes ce crayon, qu'est-ce que tu vois? Euh, un objet bleu Du et bleu. longiforme Hmm. et qui a une utilité au quotidien pour écrire. D'accord. Alors, utilité au quotidien pour écrire, est-ce que tu penses que tu es sur l'essence ou est-ce que tu penses que tu es plutôt dans les histoires, dans la pensée? Ah voilà, dans la pensée, oui. Hmm. En fait, voilà, c'est cette petite distinction euh, qui est possible de faire au quotidien pour avoir une plus grande maîtrise de soi. Parce que finalement, on est beaucoup, beaucoup dans le cerveau, enfin, tout le temps, enfin, je dis tout le temps, ça dépend chacun, mais... Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand on explore ce crayon, en fait, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est pas qu'on réussit un exercice ou qu'on réussit pas. C'est juste qu'en fait, c'est une maîtrise de soi à s'observer finalement. Et du coup, l'idée, c'est de se dire de faire la différence entre les 5 sens, donc ce qui est l'objet en tant que tel, et les histoires qu'on se raconte de l'objet. Parce que c'est vrai, après, quand on voit cet objet, il y a plein de choses qui nous font penser, tiens, ce crayon bleu, j'y ai pensé parce que tu m'en as donné un la dernière fois que je t'ai vu. Ou, oh tiens, à l'avenir, il faudrait que je pense à prendre mes crayons parce que si je les oublie, je ne vais pas pouvoir faire mon exo, mon support, quoi. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que finalement, l'être humain, il a évolué au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est un petit peu long, donc j'essaye de la vous faire courte et précise. Mais en gros, il est passé du monde des perceptions aux représentations. Les perceptions, les 5 sens, donc comme le bébé, il arrive au monde, hop, il met à la bouche, tchac, tchac, il touche pour se représenter le monde, mais il n'a encore pas de mots pour dire. Donc en fait, le bébé, il ne peut pas dire, tiens, je vais me servir du stylo pour faire ci ou ça. Donc lui, voilà, il met à la bouche, hop, voilà. C'est l'objet, il l'expérimente tel qu'il est. Après, à 2 ans, il y a le langage qui vient. Donc le langage, c'est génial, mais en même temps, c'est ce qui a fait qu'on a commencé à avoir un petit monologue intérieur. Et c'est ça, après, qui nous empêche des fois au niveau des pensées, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on peut, après, tout nommer. Donc tout sert à quelque chose, on peut faire tous les liens possibles et imaginables, parce qu'en plus, après, vers 7-8 ans, il y a la mémoire qui arrive. Donc la mémoire, ça nous permet de nous souvenir des événements ou d'anticiper l'avenir, parce qu'on a le rapport avec le temps qui arrive. Donc le langage, le rapport au temps et beaucoup, beaucoup de choses dans notre évolution qui a fait que finalement, on peut ressasser des choses et des fois, on peut aussi anticiper les choses. Et souvent, c'est de manière négative. Exemple, j'ai vécu un échec un jour. C'était une situation, un instant T. Donc, au niveau des perceptions, mon corps, il m'a dit, il y a eu une alerte à un moment donné, OK, il faut que tu t'adaptes. Donc, après, je me suis adaptée. Par contre, aujourd'hui, je vais refaire cette expérience-là, ou l'idée de refaire cette expérience, ça peut me ressusciter du stress parce que je me souviens de la situation que j'ai vécue, je me souviens des sensations que j'ai eues et je me dis, oulala, j'ai un petit peu peur. Et avec un peu de chance en plus, quand l'événement m'est arrivé, je l'ai ressassé pendant une semaine à me dire, oh, t'es trop nul d'avoir fait ça, t'as dit ça, c'était pas bien. Voilà. Comment ça fonctionne un petit peu au niveau de la tête, du cerveau, de la pensée, de tout ce qu'on veut.
c'est que finalement, des fois, on a envie de se débarrasser de tout ça, mais on ne peut pas se débarrasser des pensées qu'on a, elles sont là, et c'est comment apprendre à faire avec et à s'ancrer dans le moment présent. Parce que le moment présent, ça permet d'être au clair et d'être au plus proche de nos perceptions, donc aux perceptions de se dire, ben, mais voilà, dans cet instant-là, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas la situation que tu as connue avant, et l'avenir, tu ne sais pas du tout comment, comment ça va se passer. Donc, c'est comment prendre conscience de soi un instant T dans l'instant présent. Voilà. En t'écoutant, j'étais en train de penser, effectivement, est-ce que finalement tu tirais sur la distinction que finalement le sens est rationnel, enfin, de faire la distinction entre le rationnel et l'émotionnel. Et puis en même temps, il y a Guillaume qui était en train qui était en train de dire les sens sont objectifs, les pensées sont subjectifs. Alors, est-ce que tu ferais cette distinction? Est-ce que, enfin, du coup, dans les sens, il y a quand même du ressenti, il y a une mémoire olfactive, visuelle, etc. Donc, est-ce que tout ça est vraiment objectif ou, encore une fois, c'est un peu de l'acculturation, de l'éducation qui fait que finalement, vis-à-vis d'un sens, on va peut-être avoir une réaction donc de pensée. Mais lier les deux, comment tu sépares en fait finalement, je ne sais pas si ma question est très claire finalement, mais comment tu sépares ce côté émotionnel, rationnel, et est-ce que tu fais le lien entre sens objectif et pensée subjective? Ben, là, on est beaucoup sur de la sémantique. Et c'est pas facile des fois sur les termes parce que oui, il y a les sensations. Donc les sensations, ce qu'on a à travers le corps, il y a les émotions, mais les émotions, en fait, c'est des mécanismes très complexes et d'où vient je ne suis pas certaine d'avoir très bien compris la question, mais Pas certain de l'avoir bien l'objectif, posé non plus, hein. alors, il y a l'objectif et il y a le subjectif, c'était plutôt ça que je retiens. Et moi, je pense que est-ce que je partirais plutôt sur le fait que il y a beaucoup de choses qui sont liées et on ne sait jamais trop d'où ça vient ou voilà. Par exemple, une pensée, elle peut naître d'une odeur. En effet, une odeur, elle me déclenche un truc. Si l'odeur, elle est agréable, ça va être un souvenir agréable. Si l'odeur, elle est agréable, bim, je vais partir dans mes pensées, dans la nostalgie, voilà. Donc, oui, finalement, ce qu'on se raconte, ça peut être en effet souvent, on se raconte des histoires. Mais après, l'idée, c'est de se dire quelles sont les histoires qui me sont utiles ou quelles sont celles qui me sont pas utiles, en fait. Parce que finalement, notre vision du monde, on la construit. En effet, ça rejoint ce que tu disais, c'est que oui, chacun on a notre vision du monde et qui est construite en fonction des personnes, de l'éducation, de la société, voilà. Mais donc, du coup, à un moment donné, j'ai envie de dire, qui a raison à un moment donné? Si on va par là, on peut aller très loin. Et c'est pour ça, des fois, qu'il y a des malentendus dans la communication. J'entends beaucoup de personnes, alors là, je parle du langage. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui disent la même chose, mais d'une manière différente, mais qui se disputent. Je dis, mais là, en fait, vous dites la même chose, mais juste, vous n'utilisez pas les mêmes mots, et derrière les mêmes mots, vous ne mettez pas les mêmes choses. Et ces mêmes mots, finalement, qui sont le sens que les gens mettent, qui sont en fonction, justement, de leurs expériences, de ce qu'ils ont vécu au niveau des sens et des sensations qu'ils ont eues, tout ça. C'est important, je pense, dans la compréhension et puis même dans la communication des projets ou des activités. Et Virginie, finalement, fait un témoignage qui va, je pense, dans ce que tu es en train de dire. Elle nous dit, j'ai la mauvaise habitude d'imaginer ce que les autres pensent et veulent, et je m'en persuade. Et j'agis avec cette pensée sans demander réellement ce que les autres veulent ou pensent. Et en général, je me trompe complètement. Cela génère des incompréhensions car je veux bien faire pour les autres, mais je ne sais pas ce que les autres veulent. Mais ça, justement, ça arrive. Ça arrive. Après, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est dans quelle mesure ces situations qui nous arrivent nous embêtent ou pas. Donc là, ce que je comprends, c'est que ça ne doit pas être agréable à certaines périodes ou à certains moments. Et l'idée, c'est de se dire, OK, il se passe ça. Donc déjà, c'est observé comme situation, donc c'est très, très intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place à la place de ça?
Donc, peut-être que je peux agir sur mes pensées. Donc, ça, d'où l'importance de se connaître soi-même. Parce qu'il y en a qui vont agir sur leurs pensées, il y en a qui vont agir au niveau plutôt du corporel, il y en a qui... Il y a plein de choses sont possibles. Donc, là, l'idée, ça serait de remplacer ces pensées par d'autres choses. Changer pour que ça soit plus utile. Comme les besoins. Souvent, les besoins, vu que nous, on pense que c'est bon pour nous, on croit que c'est bon pour les autres. Mais non, c'est là aussi où des fois, il y a des malentendus parce que moi, je veux faire plaisir à l'autre, donc je fais ça. Mais l'autre, en fait, ça ne lui fait pas plaisir parce que lui, il ne perçoit pas l'attention de la même manière que nous. Et- Et... Hmm. Oui, pardon, et c'est important parce que là, on parle de besoins peut-être plus humains, entre guillemets, de ce que nous, on a besoin individuellement. Mais je pense que ça fait totalement lien avec les projets. Quand on voit des personnes qui sont convaincues que l'activité ou que leur produit va fonctionner, on ramène toujours aux besoins. Là où on dit qu'on ne juge pas les projets, c'est parce que c'est le client qui juge. S'il trouve qu'il y a un besoin, il va forcément consommer ou vous allez avoir un potentiel d'activité. Et du coup, ces besoins, ils sont, je vais pas dire plus primaires, mais en tout cas plus intégrés en nous que juste un produit ou un service, finalement, dans ce que tu dis. Je ne suis pas sûre d'avoir servi la dernière... Ok, c'est peut-être moi qui parle loin. Non, Non, la dernière phrase. ce que je voulais dire, c'est que du coup, quand on veut déployer un projet comme toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui, on part souvent en disant je veux faire telle chose et nous on leur dit est-ce qu'il y a un besoin? Là où on ne Ouais, juge pas le projet en tant que tel, ok. on dit ça part d'un besoin. Et je lis ce que tu es en train de dire avec le besoin qui est des fois personnel. Et comme tout le monde n'a pas le même besoin, on a Oui, l'impression. oui, Mais par contre, on le transpose. On dit bah, si moi j'en ai besoin, tout le monde doit en avoir besoin. oui, 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 je te rejoins. Exact. Mais après, l'idée après, c'est de se voir, voilà, est-ce que c'est utile ou pas? Bah, si c'est pas utile, est-ce que c'est nécessaire de répéter toujours les mêmes choses? On s'est rendu compte que ça marchait pas une fois, pas deux, pas trois. Ok, bah alors comment je peux faire au quotidien pour changer cette attitude? Et après, cette attitude, c'est soit une pensée, soit un comportement, soit euh, ouais, en fait, je sais pas, parce que chacun fonctionne différemment. D'où la maîtrise de soi à la base, quoi. Et sachant que aussi, je pense que c'est important aussi de se dire c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça. Enfin, on est comme ça, on est tel qu'on est. Et plus on se fichera la paix, mieux ça ira. Plus on voudra contrôler à dire non, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie. Voilà. C'est juste que se dire ben, quand ça m'arrive, cette fois-ci, j'ai décidé que ça sera autrement et trouver d'autres moyens de communication qui soient plus évidents, quoi. Et si on transforme déjà rien que le positif. Je n'ai pas testé cette étude, mais j'aimerais bien. Il y a une étude qui a été faite sur quoi, enfin, ou plusieurs hein, même, parce qu'en fait, il y a tellement de choses, qu'une habitude, en fait, on peut la changer en 66 jours. Bon. Et ne serait-ce que les pensées. Alors, si, par exemple, on se dit, plutôt que de dire, oh, j'ai l'impression que ça ne va pas aller ou que je ne vais pas plaire ou je pense à la place, enfin, voilà, transformer les phrases en positif, ça serait intéressant de tester déjà, de se reprendre. Dès qu'on a conscience qu'on dit oh, je ne vais pas y arriver, bah déjà de dire ah, ça va être intéressant, je vais découvrir une nouvelle expérience. Ou enfin, je sais pas, vous avez peut-être des exemples, là j'en ai pas un, mais. Mais là où je te rejoins, parce que je pense qu'on est tous pareils. Moi, on prend sur les visios qu'on fait ou sur des fois un certain nombre de choses qu'on fait hein, dans le pro ou dans le perso. Vous allez avoir 99 personnes qui sont contentes. Et ben souvent, on va juste retenir la personne qui nous a dit ouais, c'était pas très bien, j'ai rien compris, ça m'a saoulé, etc. Et il y a des moments, c'est vrai que quand on en parle, on se dit ouais, peut-être qu'il faut se satisfaire des 99 qui sont contents. Et oui, effectivement, on ne peut pas parler à 100% des personnes quand on propose un certain nombre de choses, là, comme c'est visio aujourd'hui, peut-être ça ne parlera pas 100% des personnes, mais on va toujours se contenter, enfin, se fixer sur, eh, mais lui, il n'était pas content. Mais c'est vrai, mais de toute manière, le cerveau, il capte le négatif en premier. Alors c'est trop bizarre parce qu'il ne comprend pas le négatif, mais en même temps, il retient le négatif. Mais là, c'est trop compliqué. Enfin, j'aime bien Albert Moukaver. Je ne l'ai pas mis en référence, lui, par contre. Et lui, il en parle beaucoup. Il parle de certaines choses en lien avec la communication.
Et aussi, là, pour te rejoindre, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ça, c'est pareil, je ne vais pas en parler parce que c'est long, mais si ça vous intéresse d'explorer les biais cognitifs, c'est la manière dont on a de généraliser tout, par exemple. Si un jour je vois une personne comme ça, je vais dire, ah bah, elles sont toutes comme ça. Voilà, enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Et, Oui, parce que là, on va rentrer dans les présidentielles, on va faire de la politique. donc, si ça vous intéresse, là, ça donne des outils de compréhension aussi du fonctionnement humain. C'est que des fois, on se prend le chou, mais pour des choses qui font que, ben oui, on fonctionne comme ça. Le truc, c'est que prendre conscience de nos automatismes nous permet après d'être plus raisonné, quoi. Et il me semble que sur la première visio qu'on avait fait, tu avais, imagé quelque chose aussi, la petite bulle de l'intérieur et de l'extérieur. Ah oui, 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 bah super. Je Je trouve peux que reprendre. c'est Ouais. une très belle représentation. Laura nous avait expliqué en disant, bah, des fois, on se prend la tête pour plein de choses, mais vous avez votre petite bulle. Bah, j'essaie de le cadrer. Et dans la bulle, il y a tout ce que vous pouvez dépendre et tout ce qui est hors de la bulle, qui est en fait externe, que vous ne pouvez pas maîtriser. Et souvent, on capte ce externe, on va se prendre la tête alors qu'on peut rien faire. Enfin, en fait, mais par contre, c'est là qu'on va pouvoir dépenser beaucoup d'énergie à peut-être trop ressasser et stressé ou en tout cas avoir beaucoup d'émotions alors qu'on ne peut pas interagir. Alors, en essayant, et tu nous avais dit, essayez déjà dans votre bulle, dans vous, Mm. essayez de maîtriser déjà un certain nombre de choses. Super. Bah, merci d'être venu. Au revoir. Ben non, mais c'est ça, contrôler les incertitudes, c'est oui, avoir la conscience de soi et justement, qu'est-ce qui dépend de moi et pas de moi. Donc, c'est ça. Et j'irai même plus loin parce que j'ai eu une personne là, qui, super, dans un accompagnement, qui m'a dit, ah oui, mais attends, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser au fait que plus je travaillerai sur moi à l'intérieur, plus ça consolidera le cercle. Et du coup, moins les choses de l'extérieur atteindront mon intérieur. Je trouvais ça excellent. J'ai dit, je me resservirai de ton image pour compléter. Voilà, voilà. Voilà, donc l'idée, comme je vous le disais, c'est s'observer soi-même, savoir comment on fonctionne. J'aime bien John Kabat-Zinn qui disait une citation, une fois que j'ai fait de la place à ce qui me gêne, j'ai de la place pour autre chose. Donc ça lie le fait que, en effet, plus on acceptera ce qui dépend pas de nous, la nouveauté, l'imprévu, les situations d'inconfort, les émotions des fois qui nous embêtent, hein, clairement. Bah, plus en fait c'est de l'énergie en fait, qu'on mettra à autre part pour des choses plus utiles. Et l'idée, c'est de se dire, on est souvent dans le jugement, ok, c'est le fonctionnement humain, hein, c'est comme ça aussi, on juge parce qu'on met des mots sur ce qu'on vit, tout ça, c'est comme ça, j'aime bien, j'aime pas, bon, ok. Mais aussi, on peut sortir de cette dualité et on peut, plus on s'observe, sortir de l'évaluation, comme les choses qui se passent en général. Plus on observe les choses, les faits tels qu'ils sont, et qu'on se dégage des jugements, tout ça, plus c'est évident parce qu'on est au plus proche de la réalité plutôt que de se laisser envahir par toutes les histoires que nous raconte notre tête à nouveau. Donc, muscler le cerveau, c'est possible. J'aime bien cette image dans le sens où, en fait, on est beaucoup sur le corps, tout le reste, on fait du renforcement musculaire pour le sport, on fait attention à s'entraîner pour des pratiques physiques ou autres. Par contre, on ne pense pas à utiliser notre cerveau alors que c'est la base de tous les jours. Je me dis, mais notre cerveau, on en a besoin au quotidien et on a besoin de gérer au quotidien des imprévus, on a besoin de s'adapter sans cesse, d'optimiser notre temps toujours, parce que notre société est comme ça et à un moment donné, voilà, c'est comment on s'adapte aussi. Donc voilà, travaillons nos muscles, vu qu'on sait que, enfin notre cerveau, je veux dire, vu qu'on sait que on peut faire beaucoup de choses maintenant. Les neurosciences, elles sont là et elles nous le disent. C'est pas, enfin c'est scientifiquement prouvé maintenant. Le truc, oui, c'est ça que je voulais vous préciser aussi, c'est que travailler sur les pensées, tout ça, ça demande du temps, de la répétition. Oui, quand on veut construire quelque chose qui nous correspond plus ou quand on veut changer une habitude, il faut être patient et il faut répéter, répéter et puis s'adapter selon ce qu'on a besoin. Alors,
Hmm. Il y a Kathleen, du coup, qui te demande des astuces pour exorciser le syndrome de l'imposteur. Bonne question, hein. Ça, c'est tout un programme. Alors, bien écrite la question. Tu as 4 heures. Mais en fait, j'ai l'impression que je me répète depuis tout à l'heure, dans le sens où c'est vraiment dur, on est avec de l'humain. Donc, chacun réagit à des choses différentes. Et tant qu'on ne sait pas comment on fonctionne, on ne peut pas savoir. Et c'est là que c'est embêtant, parce que le travail, en fait, commence de soi. Sauf que l'être humain, ce n'est pas lui le problème, ce sont les autres. Donc, donc c'est compliqué parce qu'on va dire, mais toi, va la voir, elle, tiens, tu devrais aller voir une psy, ça te ferait du bien. Ou, oh, tiens, un petit coach, ou toi, fais du sport, ça serait bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avant de... Et c'est après, j'en rigole de ça, mais je me moque pas, bien entendu, parce que ça, c'est pareil, c'est un fonctionnement humain qui s'explique. Mais voilà, c'est que je sais pas, ça dépend comment la personne est réactive. Et ben, il y a des techniques après corporelles. euh, donc après, on en revient sur voilà ce que la diapo là, c'est comment être dans le moment présent. Donc soit des exercices de respiration. L'idée, c'est comment on peut descendre des pensées à la situation telle qu'on la vit dans le moment. Donc, hop, je pense que je suis un imposteur. Comment je peux descendre en me disant, voilà, je respire, ma respiration, comment elle est, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, euh, comment sont mes pieds au contact du sol, voilà, comment je me sens dans ma tête, dans mes épaules, dans mon corps, voilà. Et puis une fois qu'on a fait un petit peu cette météo-là, moi j'appelle ça la météo corporelle, et ben soit on a le choix de retourner dans nos pensées comme avant, soit on a le choix de se dire ben bon, j'en ai ras-le-bol, là je vois que mon corps ça va bien, je vois que ma respiration, je suis plutôt détendue et tout. Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'être quelqu'un qui a confiance en soi et qui sait parce qu'elle a des compétences. Ça peut être aussi lister les compétences. Ok, je suis un imposteur, bah, listez les compétences que vous avez. Quelles sont les expériences que vous avez eues? Quelles sont les choses que vous avez menées, les projets que vous avez menés à bien? Et de passer par l'écrit, ça met aussi le corps en mouvement et ça permet aussi ça fait du bien et puis ça permet d'ancrer aussi les choses un petit peu plus. Et Euh, est-ce que tu dirais deux choses finalement? Que ce syndrome de l'imposteur, il reste individuel puisque nous sommes tous nous sommes tous différents et que du coup, il y a une question à tourner autour du pourquoi je me sens syndrome de l'imposteur et le côté peut-être passage par l'écriture ou en tout cas ramener, on parlait d'objectivité, mais en tout cas ramener des éléments concrets pour dire, OK, quand j'écris et que je fais mon tableau, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne fais pas faire ou les plus et moins, de m'apercevoir que finalement, en termes d'imposteur, je suis peut-être pas légitime. Là, c'est peut-être délégitimer votre syndrome d'imposteur en disant, mais finalement, j'ai quand même pas mal de compétences, donc pour un imposteur, je suis pas très bon. Ça peut être ça. Alors après, là, ton discours me fait penser à d'autres choses, me fait penser aussi à des fois, s'il y a des choses à travailler, à aller au-delà, c'est vrai que les thérapies, telles qu'elles soient, sont intéressantes aussi. Quand il y a des choses qui sont très ancrées, parce que des fois, quand on a du mal à se mettre à l'action aussi, c'est qu'il y a des freins. Alors après, enfin, moi, j'évalue ça. Hein. Quand je vois qu'il y a des freins vraiment importants, je peux réorienter aussi à des moments donnés. Mais s'il y a des choses très, très ancrées, il y a des suivis thérapeutiques qui sont possibles pour justement faire des liens. Par contre, si la personne, OK, elle observe ça, mais elle n'a pas besoin de faire de lien parce que, bon, bah, c'est comme ça. Elle ressent ça à ce moment-là, elle veut agir. Hop, là, on peut voir comment identifier les freins, à quel moment ça se présente, comment, pourquoi, qu'est-ce que la personne ressent, qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête, comment elle voit les choses qui l'entourent. Et puis après, on agit à l'endroit où la personne est réceptive, en fait. Si c'est au niveau des pensées, bah, comment on peut changer les pensées? Si c'est au niveau de l'action, bah, quelles petites actions vous pouvez faire, alors même banales, puis après de plus en plus importantes pour justement légitimer
la présence, légitimer les compétences, voilà. Ouais. Et peut-être que ce sentiment, il n'est pas toujours présent d'ailleurs. Peut-être qu'il est présent que dans telle situation et peut-être qu'avec d'autres personnes, il ne l'est pas présent. Il y a toutes ces petites particularités à prendre aussi en compte. Parce qu'on on en revient au même, on ne se résume pas qu'à une chose, encore une fois. Et comment on peut aller chercher toutes ces exceptions aussi, c'est intéressant ça. À quel moment vous n'éprouvez pas ce sentiment-là? Il y a peut-être des moments dans votre vie où ce sentiment-là n'est pas présent. Et dans ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez les choses? Et après, il y a aussi d'autres techniques qui sont possibles sur aussi l'imagerie mentale. En gros, les mêmes connexions du cerveau sont sollicitées quand on imagine que quand on fait un acte. Enfin, je vais m'expliquer pour que ça soit plus clair. Par exemple, dans le sport, il est possible de travailler un mouvement sportif avec de la précision dans un contexte, mentalement, en imaginant que comme si on le faisait sur le terrain, en fait. C'est les mêmes réseaux qui sont activés. Donc, ça veut dire qu'on peut s'entraîner en imaginant dans notre tête un mouvement. Par exemple, si je veux apprendre à jouer au pied, je vais visualiser mon mouvement avec la technique précise, hop, et comme ça, je m'entraîne sans être sur le terrain. Et après, je vais confirmer sur le terrain ma progression. Voilà. Donc, on peut faire pareil. En fait, on peut imaginer, partant de ce principe, par exemple, une situation qui va arriver, on peut l'imaginer en se voyant, par exemple, avec le sourire déjà, parce que c'est une histoire aussi d'hormones. Enfin, je veux dire, si on fait la tête ou si on est... j'ai un exemple, je m'éloigne un petit peu là, mais je fais rapidement. Par exemple, en situation de stress ou pour une prise à l'oral, une prise de parole à l'oral, il y a, j'ai oublié son nom aussi, mais une personne qui faisait le lien avec, pour la mise en confiance, en fait, des fois, il y a des choses très simples qu'on peut faire qui libèrent des hormones. Par exemple, rien que de faire le V de victoire, comme font les sportifs, ça libère l'hormone. Donc, c'est vrai que quand on va devant un public, ça donne une plus grande dynamique de faire ça, plutôt que d'y aller comme ça en disant j'ai peur, quoi. Donc, l'idée, c'est au quotidien aussi d'avoir en conscience de toutes ces attitudes et de se dire, quand je m'adresse à quelqu'un, est-ce que je suis comme ça? Ou je lui parle comme ça? Ou est-ce que finalement, j'ai décidé de... et est-ce que je le regarde comme ça? Ou est-ce que je le regarde comme ça? Sans avoir trop l'air idiot, bien sûr. Et je pense que c'est toutes ces petites choses mis bout à bout, en fait, qui font que on chemine et on voit ce qui nous correspond ou pas. Et des fois, des détails peuvent faire la différence. Peut-être essayer rien que le matin de se lever en se disant, hop, je prends conscience de mon corps le matin, plutôt que sauter du lit avec le réveil qui vient de sonner, et puis d'avoir le sourire. Moi, j'ai testé cette expérience. Bon, c'est personnel, hein, mais je me suis dit, allez, pour motiver comment je peux faire. Et finalement, maintenant, avant, je me forçais à sourire parce que franchement, des fois, ça me saoulait de me lever. Et maintenant, je me lève avec le sourire, mais automatiquement. Mais en plus, je ne me force pas. C'est juste que je me dis, je pense que j'ai changé une habitude dans mon cerveau. Mais on en revient toujours au même, c'est comment chacun trouvera ces petites habitudes qui lui seront profitables. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à présent? Ou qu'est-ce que vous pouvez me dire aussi à présent? Il y a quelques réactions sur le chat. Effectivement, il y a Gaël qui dit le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Et Virginie qui dit oui, effectivement, les perchistes de haut niveau s'imaginent déjà sauter 5 mètres ou 6 mètres mentalement avant de le faire pour habituer le corps. Et Gaël précise que c'est les bases de la PNL. Alors là, ça devient trop technique pour moi, donc je ne fais Yes. que répéter. Oui, oui, c'est ça. Après, il y a... Juste pour les non-initiés qui, comme moi, ne reconnaîtront pas la PNL.
On ne peut pas laisser la personne expliquer? Si Gaël, vous souhaitez Si nous Gaël, expliquer, Pardon. parce que... Ah oui, d'accord. Merci Guillaume. Merci Gaël. La Alors, il n'y a PNL, que c'est moi de qui la connais. programmation. Neurolinguistique. Donc, la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est exactement ce que Laura a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va assimiler un geste à une émotion. Ça va enregistrer dans notre façon de faire certaines choses. Donc, on se programme. Et c'est comme ça, voilà, qu'on va se programmer à un événement sportif ou à une prise de parole en public. Moi, je l'utilise beaucoup dans mon travail puisque je suis pénaliste et hypnothérapeute. Et du coup, on peut déprogrammer aussi plein de choses. Donc, c'est vraiment la base, comme expliquait Laura. Si on se dit, on se lève en souriant et en se disant aujourd'hui ce sera une belle journée, qu'on fait ça tous les jours, ça devient un réflexe puisque notre corps l'enregistre. Et qu'effectivement, comme elle disait aussi, notre cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Ça, c'est la façon dont il fonctionne. Maintenant, ce n'est pas parce que je vais m'imaginer en train de voler que je vais arriver à voler. Il faut qu'on reste quand même dans les choses qui sont accessibles. Mais voilà, dans les choses accessibles, par exemple, une personne qui a peur du vide, la première fois qu'elle a déclenché cette peur, elle était, je ne sais pas, au haut de la cathédrale de Bourges, moi je suis à Bourges, elle a vu la distance qui la séparait du sol, elle a eu peur et donc c'était la première fois, le réflexe, bim, hop, j'ai peur quand je suis dans le vide. Le corps après reprojette cette façon de faire alors qu'en fait c'était une fois dans sa vie et que peut-être les autres fois elle n'aurait pas eu peur, mais en tout cas son corps a enregistré ça comme ça. Eh bien, on peut simplement le déprogrammer en imaginant être en sécurité, aller en haut de la cathédrale, et puis voilà, toujours avec cette ressource-là qui est la sécurité, se dire que finalement, la vue, elle est belle et changer la façon de voir. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. De rien. En tout cas, pour moi, merci. En fait, il y a beaucoup de techniques qui existent. Et l'idée, c'est plutôt d'expérimenter en fait ce qui correspond ou pas. Enfin, c'est surtout ça, c'est qu'il y a voilà, beaucoup de choses. Bon, bref. Alors oui, là, je vous ai mis des petits exercices sur... là, ce que enfin, la ligne de fond que je vous aborde à travers cette présentation aussi, c'est plutôt comment s'ancrer dans l'instant présent aujourd'hui. Donc, voilà, pour bien prendre conscience de ce qu'on est dans un instant T, justement, et de ne pas partir dans les craintes de l'avenir ou comment, dès qu'on se sent un petit peu dans des situations de stress, on peut revenir à vraiment au plus proche de ce qu'on ressent, de ce qu'on observe chez soi, quoi. Plutôt que de partir après dans les pensées qui nous emmènent vers des doutes ou des craintes. Voilà. Donc la cohérence cardiaque, ça... c'est de la respiration finalement. On inspire 5 secondes et on expire 5 secondes. On fait ça sur 5 minutes. Il y a des applications qui existent pour ça. Je vous ai mis la carte SIM aussi. Ça, c'est pour l'observation de soi. SIM, mémotechnique, je trouve ça intéressant dans le sens où c'est pour, en situation, quand c'est un petit peu compliqué, on peut s'observer et se dire, bah voilà, quelles sont les sensations que j'ai dans mon corps. Bon, bah voilà, peut-être que si je sens que mon cœur il commence à s'affoler, comment je peux essayer de me calmer un petit peu au niveau de la respiration, au niveau du cœur. Après, il y a aussi on peut travailler aussi sur ce que je perçois dans le monde. Voilà, qu'est-ce que j'entends, comment être au plus proche de notre environnement finalement et de se dire, bah voilà, peut-être qu'il n'y a pas tant de danger que ça finalement, peut-être que le danger, il est que dans ma tête pour l'instant. Et que on a le choix aussi de ne pas faire de toutes nos pensées des réalités, quoi. Ou alors on peut choisir des pensées qui nous réussissent. C'était ça aussi l'idée de se dire. Et après, sur les colonnes d'observation, en fait, finalement, c'est la même chose, mais pour les gens qui préfèrent écrire et de se dire, ben voilà, dans ce contexte,
il se passe ça. La situation, je la décris. Qu'est-ce que j'observe donc à travers mes 5 sens? Qu'est-ce que j'observe dans mes sensations corporelles? Et qu'est-ce que j'observe au niveau cognitif dans mes pensées? Et après, on passe par l'écrit, ben voilà, j'observe ça. Et après, on se dit, ben voilà, à quel niveau j'agis? Est-ce que je peux agir sur un niveau pour moi me sentir mieux au quotidien et changer une attitude ou changer une pensée ou enfin, ressentir une émotion, du moins, ou prendre conscience déjà de l'émotion, la laisser aller, et après choisir aussi des fois d'avoir une émotion qui soit plus confortable à l'avenir dans une situation qui serait amenée à être la même, quoi. Voilà, donc ça, je trouve ça drôle. Je ne peux pas japonais. Ça, c'est que l'être humain, souvent, on se donne des excuses et pourquoi pas, c'est pas grave. Enfin, c'est normal, on a des doutes, on a des craintes, donc on préfère remettre des fois au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Ok, mais si à terme ça se reproduit souvent, c'est dans quelle mesure? Ben voilà, j'ai des freins. Est-ce que finalement mes freins sont vraiment là et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Est-ce que j'ai envie de les lever ou pas? Et si c'est des craintes en lien avec l'avenir ou en lien, voilà, comment je peux me recentrer sur le moment présent aussi pour me dire, voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui et demain n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est à moi de décider ce que j'ai envie que demain soit finalement, en se recentrant sur le petit cercle dont a parlé Anthony. En petite chose aussi, comme tu avais pu le dire Anthony rapidement aussi, on oublie aussi, mais tout ce qui est à côté, les loisirs, enfin tout ce qui est créatif, toutes ces expériences-là qu'on fait à côté, ça développe aussi d'autres choses, une autre manière d'exprimer, ben notamment, même comme tu disais Gaëlle, le corps qui imprime des choses des fois. Et toutes ces expériences un petit peu différentes aussi, ça permet aussi même de danser, de se mouvoir autrement. Ça permet une expression différente et se mettre en situation dont on n'a pas l'habitude permet aussi de se réajuster et puis ça développe aussi d'autres choses au niveau cognitif. Plus en fait on ose et on sort de notre zone de confort, plus on se mobilise finalement, plus on développe d'autres capacités finalement. Ça peut être l'écriture, ben voilà, le passage à l'écriture comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Et puis aussi sur le fait de créer des routines. C'est intéressant de pouvoir créer des routines quand on se sent un petit peu insécurisé. Donc voilà, j'ai une intervention à préparer. Voilà, comment je fais, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de, de la préparer un mois à l'avance ou est-ce que j'ai besoin de la préparer la veille parce que je suis au dernier moment? Enfin, encore une manière de se connaître soi et après de mettre en place des routines qui soient adaptées, mais ça selon chacun. Et les routines, ça peut être, ben oui, je vais lire un livre 5 minutes avant de faire une présentation, ou pas. Ça peut être vraiment n'importe quoi, ou respirer 3 fois. Après, avoir une pensée, tiens, je respire 3 fois, je me dis que ça va être cool cette journée et que je me sens réussir. Voilà. C'est comment, en fait, on s'ajuste selon la situation. C'est dur de trouver des exemples vu que la situation... je n'ai pas vraiment d'exemple là. Alors, voici les références dont je vous ai parlé avec les auteurs que je trouve assez accessibles pour comprendre certaines notions. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Sinon, je regarde mes petites notes hein, pour la conclusion. En fait, je vais reprendre ce que vous avez dit aussi, certaines personnes, et en le liant avec ce que j'ai dit, mais finalement, oui, ce que je remarque, et peut-être ce que vous remarquerez, c'est qu'on n'est pas forcément élevé à faire face à l'incertitude, et que du coup, bah, des fois, ça nous demande de nous détacher des jugements qu'on a eus, ou tout ce qui est sociétal, ou tout ce qui est éducatif, et que finalement, je rejoins Elios Kotsou sur l'illusion du bonheur, et j'aime bien ce qu'il dit, plus on cherche le bonheur, en fait, moins on le trouve. Parce qu'en fait, on veut des livres de développement personnel, on veut lire, on veut cocher les cases, on veut rentrer dans le « je me sens bien en faisant ci, en faisant ça », mais
à un moment donné, on est humain et puis bah, finalement, oui, des fois, il y a des moments, ça va moins bien que d'autres et des fois, il y a de l'imprévu, des fois, il y a de la nouveauté, il y a de l'incertitude, des fois, on se sent menacé. C'est comme ça. Finalement, c'est notre part d'humanité qui veut ça. Et est-ce qu'on est obligé des fois de faire de nos petites souffrances comme ça des douleurs? Parce que c'est ça, c'est que souvent, on s'en rajoute une tonne, en fait. C'est qu'il nous arrive un événement, il est dur à vivre pour nous, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah tiens, on va y penser encore une semaine, on va se dire, oh, ou oh, on aura peur pour l'avenir. Voilà, c'est que de ne pas oublier que finalement, on a le choix aussi de se dire, même si c'est pas facile, hein, toujours, et que ça demande du temps, de l'expérience, de se dire, ben voilà, j'ai vécu ça à un moment donné, mais je n'ai pas envie de subir cette émotion encore une semaine. Stop, j'arrête. Je concentre mon esprit sur autre chose qui me soit productif pour aujourd'hui et pour l'avenir. L'idée aussi, c'est de se dire que c'est plutôt intéressant d'être tolérant envers soi-même aussi, parce que c'est vrai que plus on est dans le contrôle, plus c'est compliqué et c'est plus on s'approche de ce qu'on est et plus on sait où on veut aller. Et finalement, on peut aller après vers ce qui est important pour nous, quoi. Et puis, plus on se rapproche aussi de ces émotions qui, des fois, nous déplaisent et qu'on arrive à mieux les identifier et mieux les gérer, mieux, finalement, après, on appréhende le reste du monde et les incertitudes, quoi. Donc, ben, voilà, on en revient au même. Expérience, connaissance de soi, tisser des liens avec des personnes avec lesquelles on se sent en confiance. C'est vrai que si on est avec des personnes qui nous entourent et qui nous disent «Oh non, non, mais tu vas pas oser faire ça quand même. Oh non, non», ou qui sont dans le doute, dans la crainte, dans les peurs, est-ce que c'est nécessaire qu'on reçoive ces peurs des autres gens aussi? On a le choix de s'entourer de personnes qui nous aident aussi, ou être un peu dans la même vision des choses, ou aussi se positionner face aux autres personnes et oser dire, voilà, moi je suis confiant, mon projet c'est ça, j'ai confiance, ça, je vais réussir. Encore, tout est une histoire de point de vue et comment on va se positionner dans notre situation. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire aussi qu'on sera jamais 100% prêt, hein, parce que finalement, on maîtrise que ce qui dépend de nous. Et puis du coup, il n'y a pas d'autre choix que de finalement oser et s'ajuster en permanence. Voilà, sur ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous fait écho ou pas. Merci Laura. Oui, est-ce que vous avez des réactions? Là, on est sur un temps d'échange aussi par rapport à votre projet, par rapport à votre vécu, hein. Nous, on dit sur l'accompagnement, on dit d'abord qu'un projet, un projet professionnel et un projet de création d'entreprise en particulier, c'est déjà un projet perso avant d'être professionnel. Donc, effectivement, il y a toujours cette phase de se connaître soi pour s'ouvrir au monde un petit peu, hein, dans ce que tu dis. Euh, Ben, après, c'est ma vision des choses aujourd'hui, hein. Enfin, je ne dis pas que c'est la meilleure vision des choses ou quoi que ce soit, mais moi, le message que je vous transmets aujourd'hui, c'est que je suis dans cette dynamique-là. Au regard de mon expérience, au regard de mon cadre de référence aussi au niveau de mes interventions. Mais oui. je vois beaucoup de Mais il y a réactions. beaucoup de personnes qui auront d'autres manières aussi de percevoir les choses et qui sont tout autant intéressantes. Beaucoup de réactions, en tout cas positives, dans le chat. Euh, le- on peut dire aussi, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et que vous souhaitez aller plus loin aussi, hein, Laura, c'est son métier. Donc, vous pouvez aussi peut-être l'accompagner. Non, mais c'est important de le dire aussi, hein, Oui, oui, c'est vrai. on est entre... Alors attendez, est-ce que j'ai mis... Ah oui, quand même, t'as mis tes coordonnées. j'ai mis merci. Dans tous les cas, vous aurez ces coordonnées avec le PowerPoint. Euh, Est-ce qu'il y en a vraiment qui veulent réagir ou qui veulent poser des questions? C'est aussi le moment. Bon, c'est jamais évident. Je vois que tu as mis tout le monde. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose de faire une Oui. petite photo tout de suite, comme d'habitude, pour les réseaux, et pour
pour immortaliser aussi cet instant présent. C'est important, je crois, Laura, c'est ce que tu nous as dit en tout cas. Donc, un petit sourire, vous pouvez faire des réactions en bas de votre, de, en dessous les différentes cases. Hop, un beau sourire, hein. C'est bon pour le sourire? Oui, oui, oui. Je voudrais pas qu'il y ait de crampes non plus. J'ai travaillé les muscles. Merci en tout cas à toutes et à tous. Enfin, encore une fois, il y a Merci beaucoup pour de vos réactions, commentaires. oui. Ouais, 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 je vois qu'il y a beaucoup de Les réactions. interactions, c'était cool d'avoir des retours aussi, d'avoir vos retours. C'est intéressant. Surtout que c'est des choses nouvelles aussi hein, qui se développent dans la manière d'appréhender les projets ou en tout cas notre conscience de nous-mêmes. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir vos participations, surtout vos retours. Et est-ce que tu sais que quand même, on est très très en retard, hein, parce que ça existe depuis, enfin je veux dire, dans d'autres pays, ça existe déjà depuis très très longtemps, hein. Et nous, en plus, ça existe depuis un moment aussi, mais c'est qu'on ne le développe pas. Enfin si, ça tend à être développé, bien entendu, mais Alors, est-ce qu'on est en retard ou on prend le temps de réfléchir? on prend le temps de réfléchir. J'aime beaucoup cette manière de voir Il, les il me choses. semble, il me semble qu'on a une grosse culture du principe de précaution. Ben oui, 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 oui. Mais bon, c'est dommage quand on voit que scientifiquement, c'est prouvé que des détails font la différence, c'est quand même dommage. Mais bon. Non, puis, Enfin, je pense aussi, on le voit, je sais pas s'il y a même 3, 4 ou 5 ans, dans des projets de création d'entreprise, on abordait ça, on était sur, encore une fois, des parties très financières, du business plan, de l'étude de marché, et au jour, on aurait peut-être jamais proposé, ou on n'aurait eu pas grand monde à la visio, en disant, mais oui, enfin, vos conneries, un peu de trucs un peu chelous, c'est gentil, mais bon, nous, on va créer une entreprise, c'est un truc sérieux quand même. Et je pense eh oui, qu'aujourd'hui, on a changé aussi ce regard, parce qu'on a conscience aussi d'un certain nombre de choses. On en parlait juste avant que vous arriviez, mais que le temps s'accélère aussi un petit peu, là où Laura vous invite peut-être des fois à prendre le temps, dans le contexte aussi où encore plus, enfin, je dis post-Covid à chaque fois, mais ça fait 2 ans que je dis post-Covid, donc ça commence toujours, c'est post-Covid, mais en tout cas où effectivement on a la temporalité et ce côté, bah, on fait du présentiel, on fait de la visio, donc finalement, on s'est dit, chouette, la vision, on peut faire encore plus de trucs. Et du coup, on a encore comblé des petits créneaux qui étaient d'habitude un peu libres et inviter peut-être à aussi se dégager du temps. On en parle beaucoup parce que dans la connaissance de soi, il y a aussi se garder un petit peu de temps. Tu l'as évoqué brièvement à la fin, mais se garder du temps aussi pour être nous-mêmes, ou en tout cas d'avoir un peu d'évasion pour profiter de cet instant T peut-être. mmh. Mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, dans le sens où pourquoi aussi on prend en compte cette dimension maintenant. Moi, j'appelle ça l'intelligence émotionnelle, hein. Enfin, pour faire large, on met encore des mots, mais c'est être conscient de ses émotions et prendre en compte celles des autres aussi. C'est que finalement, en entreprise, on se rend compte aussi que c'est bien, enfin, le QI, l'intelligence et tout, oui, mais les grands leaders aujourd'hui, ce sont les personnes finalement aussi qui ont cette intelligence émotionnelle aussi et qui emmènent les gens avec eux, qui ont des projets, qui savent motiver les gens avec eux, qui sont à l'écoute, qui s'ajustent sans cesse aux situations qui se présentent à eux, qui prennent en compte les autres. Et voilà. Et tout ça, ça demande des compétences et des compétences liées à la connaissance de soi aussi. Totalement. Et effectivement, c'est pour ça on vous propose toujours ces petits moments. Je reviens aussi, hein, et n'hésitez pas, dans le début de la présentation de Laura, il y avait aussi cette notion de collectif. Je pense qu'elle est aussi importante derrière de partager, hein. Il y a certaines adeptes de notre petit moment, de nos petites visios, de nos petits présentiels. Mais je pense que c'est important aussi qu'on puisse échanger, que vous puissiez échanger entre porteurs de projets, chefs d'entreprise, et j'ai envie de dire même de manière beaucoup plus générale, pour aussi des fois partager ses doutes, c'est déjà avancé. Je pense, et ça fait du bien aussi de relativiser en se disant qu'on n'est pas tout seul. Des fois, C'est vrai. c'est important. Et puis plus on en parle, plus on se dit, ah ouais, toi aussi. Ah bon?
Ah, toi aussi. Ah oui, non, c'est juste que personne ne se l'était jamais dit, en fait. Parce qu'on reste tous derrière et on se cache. Ouais, moi, je suis trop... Enfin, moi, j'y arrive tout, nanana. Ah non, mais c'est pas si facile, en fait, la vie que ça. Bien d'accord. On est tous Mais c'est pareils, intéressant, justement. C'est intéressant. C'est là où on apprend beaucoup de choses. carrément. Eh ben, bien, si vous n'avez pas de réaction, je vois qu'ils nous écoutent presque religieusement. Alors, l'idée, c'était pas qu'on fasse un monologue. Enfin, en tout cas, qu'on soit que tous les deux à parler. Enfin, voilà, si vous souhaitez pas forcément prendre la parole ou que déjà 1 heure et demie, c'est bien avec nous deux. Ben, je vous propose de clôturer. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup à toi Merci à pour, tous et à toutes. pour cette intervention. Merci à toi, Laura. C'est toi qui nous l'offre.